J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Non, si. En vérité, je suis Iron Man. Ce que tu dis n'a aucun sens. Fuyez, pauvre fou! Quelle est ta définition du réel? Pirate. Vous repartez en mission. Splendide! Salut à tous! Aujourd'hui, allons remettre de l'ordre entre DC et Marvel, les deux grosses écuries de super-héros qui se partagent maintenant l'affiche depuis plus de 20 ans au cinéma, créant même une nouvelle vague de pop culture, offrant ces superbes héros au plus grand nombre et faisant rêver petits et grands désormais. Attends, s'ils sont autant appréciés, pourquoi ils continuent d'être critiqués en permanence? DVO, laisse-moi faire mon explication, ok? Bon, déjà, commençons par un petit retour historique pour comprendre comment on en est arrivé là. Les deux sont créés presque en même temps, en 1934 aux États-Unis par Malcolm Wheeler Nicholson pour DC et en 1939 aux États-Unis toujours par Martin Goodman pour Marvel. Chacun doit leur renommée à cette époque grâce à de grands dessinateurs et scénaristes comme Bob Kane et Bill Finger qui sont les créateurs de Batman, ou encore Stan Lee et Jack Kirby qui sont quant à eux les créateurs des 4 Fantastiques et des X-Men. Il n'y avait pas que Bob Kane comme créateur de Batman ? Si, sauf que depuis peu, Bill Finger est enfin reconnu comme co-créateur du personnage. Merci PVO, mais on y reviendra plus tard si l'occasion se présente. Ces deux sociétés étaient au départ des moyens de communiquer de la propagande lors de la Seconde Guerre mondiale. Une fois fini, le comics évolua et resta toujours aussi populaire, et comme chaque art, ils passèrent tous les deux les différentes ères des comics. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, et finalement l'âge moderne des comics. Ils sont passés par toutes les couleurs du podium, tes comics. Oui, et chacune correspond à une avancée majeure des comics au sein de la pop culture. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'à partir de 1966, DC commence à comprendre l'importance des nouveaux médias, avec l'apparition de la télévision, et décide de se lancer avec ça. Nous roulerons à toute vitesse dans notre Batmobile. Nous survolerons l'océan aux commandes de notre Batcopter pour faire mordre la poussière au plus terrible quatuor du crime que le monde ait jamais vu. C'est ça le premier film de super-héros ? Non, techniquement, le tout premier date de 1951 et il s'agit de Superman et les Nains de l'Enfer. Effectivement, le tout premier était Superman, mais étant donné qu'il est trop loin dans la chronologie, j'ai préféré le laisser de côté. Cependant, après Batman, il fallut attendre 11 ans avant de revoir un héros sur les écrans, et ce sera encore une fois DC avec le premier Superman. Après un premier essai du côté de Marvel raté avec Spider-Man la même année, Superman définit tout de suite le film de super-héros jusqu'aux années 90 grâce à ses nombreuses suites. Un total de 4 films en 10 ans, sans compter Supergirl, on peut dire qu'ils ont été super productifs. C'est vrai, mais il faut dire qu'en face, c'était Howard le Canard et Doctor Strange qui ont rivalisé. Puis, en 1989, sort le film légendaire de toute une génération. Le premier Punisher. Indiana Jones et la dernière croisade, le Batman de Tim Burton? Oui, Tim Burton a eu la chance de se voir confier le projet qui, à l'époque, était assez ambitieux, car là où Superman était très accessible et tout public, Batman a quant à lui un univers beaucoup plus sombre et les studios n'étaient pas sûrs du résultat. Malgré tout le succès naissant de Tim Burton grâce à Beetlejuice, puis par la suite Édouard aux mains d'argent qui arrivera l'année suivante, lui permit une grande liberté artistique. Mec, t'as oublié les acteurs? Oui, c'est vrai que le film tient sa renommée pour ce gars-là. Et celui-là. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel tu préfères. Après 1992 et Batman le défi, de Tim Burton aussi, DC commence à s'essouffler et se prépare à laisser la place à Marvel pour très longtemps. T'aurais pas oublié des suites de Batman par hasard? Ils ont existé, c'est vrai, mais pour le bien de tous, les fans ont fait comme s'ils ne les avaient jamais vus. Et pourquoi? À cause de ça. Je comprends mieux, tu as raison. Personne ne peut apprécier publiquement les tétons moulants de George Clooney. Et voilà, c'est ce qui signera la fin de DC au cinéma pour une dizaine d'années. Cependant, du côté de Marvel, il s'agit à rattraper leur retard. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder le très bon documentaire sur son histoire, Marvel Renaissance.
La fin des années 90 vit apparaître Blade en 98 qui montra le chemin pour les autres héros. S'ensuivit les X-Men en 2000, puis Spider-Man en 2002, et à partir de ce dernier, un film de super-héros sortait au minimum par année, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à 2008, chacun développait son propre univers sans que les autres super-héros comme la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi ou encore les 3 premiers X-Men ne soient liés. Attends. Mec, regarde en 2003, le Punisher et Hulk, c'est des gros ratés. Et puis en 2005 avec Elektra. Essaye de le regarder, tu verras, ça brûle les yeux. Oui, c'est vrai, mais faire un film parfait à chaque fois est quand même très compliqué. Et Marvel à cette époque essayait quand même beaucoup ses personnages pour pouvoir voir ce qui allait et ce qu'il fallait changer. L'exemple le plus concret reste encore l'évolution de Wolverine au cinéma. Son intégration au sein des X-Men avait très bien fonctionné, avec un très bon développement personnel dans le 2, puis arrivé à son aventure solo avec X-Men Origins Wolverine, tout était raté et à refaire. Le film pouvait être bon, mais les fans ne pardonneront jamais le personnage de Deadpool. Nous sommes d'accord, mais il nous faudrait une critique entière pour pouvoir parler des rares qualités du film et de ses nombreux défauts. Donc, nous le referons, mais plus tard. Donc, nous commencions vraiment très mal avec Wolverine, puis le combat de l'immortel est sorti, relevant le niveau en correspondant un peu plus à l'univers japonais et en installant un réel enjeu dans le film. Puis après être revenu pour un film X-Men, il terminera son développement avec Logan, qui est le plus bel hommage qu'on pouvait lui faire. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ceci. Car depuis maintenant 10 ans, avec la sortie du premier Iron Man, le MCU se met en place et c'est ce qui fera toute la différence face à DC. Ils prennent le temps d'introduire leurs personnages les uns derrière les autres, incluant des nouveaux au fur et à mesure, permettant au public de se familiariser avec eux et de leur donner envie de découvrir leurs aventures solo. C'est bien beau tout ça, mais de leur côté, DC, ils ont Batman et la Justice League, non? Oui et non, pour DC c'est un peu plus complexe que ça. Effectivement, il y a eu la trilogie de Batman de Christopher Nolan qui relança la rivalité avec Marvel en 2005. Mais la plus grosse faiblesse est que leurs personnages dans l'ensemble sont faits pour être indépendants. Il n'y a qu'à regarder les sorties après le premier Batman de Christopher Nolan jusqu'à son 3e opus. Nous avions V pour Vendetta, Watchmen, Jonah Hex ou encore Judge Dredd. Tous ces films sont bel et bien de DC, mais leurs univers sont uniques, empêchant toute fusion entre les différents personnages. Je comprends, mais la Justice League, c'est comme les Avengers, c'est juste plein de héros ensemble. C'est vrai, mais là où Marvel a pris le temps de développer chaque héros un par un en leur offrant une continuité à l'histoire principale qu'est le MCU, DC a voulu faire vite pour rattraper son retard et a lancé tous ses personnages en même temps pour faire une Justice League au cinéma au plus vite. Résultat, un reboot de Superman qui annonçait quelque chose de prometteur, un Batman vs Superman raté par la pression des studios pour qu'il soit tout public, alors que le parti pris pour le personnage de Batman était clairement plus sombre, violent et mature que ce qui était demandé. La Director's Cut de Zack Snyder montrait son implication sur le projet et avait convaincu les fans d'espérer un bon rassemblement pour la Justice League. Wonder Woman était tout simplement irréprochable par rapport à tout ce qu'il y avait eu avant, c'est pour moi le meilleur film de DC actuellement. Beaucoup ont attendu avec impatience la Suicide Squad, qui devait apporter quelque chose de nouveau avec son concept de super bad guys sauvant le monde. Très attendu pour 2 raisons. La première était de voir si les studios avaient tiré des leçons de Batman vs Superman et écouté les fans, qui demandaient quelque chose de toujours plus sombre et beaucoup plus assumé, mais surtout pour le personnage du Joker. Toujours à cause des studios, les fans avaient peur du traitement qui allait lui être fait et de sa relation avec Harley Quinn, et à mon grand malheur, ils avaient raison de s'inquiéter. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'ils ont quand même eu le courage de faire toute la promo du film sur les fesses d'Harley Quinn et sur le personnage du Joker de Jared Leto, alors qu'on ne voit que 3 scènes dans le film. C'est vrai que pour ce coup-là, fallait oser. Pendant qu'on en parle, autant vous le dire, au début je l'ai aimé, tout m'avait complètement hypé, que ce soit la BO qui est peut-être le véritable point fort du film, l'introduction d'Harley Quinn, le choix de Jared Leto en Joker, car oui, on a beau le critiquer, mais je reste convaincu que si on lui donne sa chance réellement, il peut nous livrer une interprétation mémorable. Et puis tout simplement le concept de la Suicide Squad qui, dès l'idée de départ, pouvait faire un parti pris intéressant et changer radicalement de Marvel. Malheureusement, il a subi le syndrome des Gardiens de la Galaxie. Mais dans quoi tu t'embarques ? Le syndrome des Gardiens de la Galaxie, c'est tout simplement de prendre une team banale et de les rendre totalement déjantés. On peut même voir l'appui des studios pour orienter le film dans cette direction, tout simplement en regardant l'évolution des bandes annonces qui nous font passer du sombre et inquiétant au coloré et joyeux. Non, non, non et non, t'as pas le droit de vendre un film avec sa dernière bande annonce, tout ça parce que t'as mis la BO dedans et que t'as plus rien à raconter dans l'histoire. Ça a aucun sens, dis-leur PVO.
Comment ça marche une bande-annonce? C'est très simple. Le but est d'être accrocheur, comme on peut le voir avec la première bande-annonce de Suicide Squad. C'est vous le diable? Vous n'avez qu'une chose à savoir, vous travaillez pour moi. Elle est efficace, elle ne dévoile pas l'intrigue, on comprend les enjeux, les personnages sont bien présentés, et cela suffit pour faire monter la hype chez les fans. Maintenant, dans la deuxième bande-annonce, le ton est totalement différent. Si on faisait un truc marrant. Sérieusement, y a une case qui vous manque, quoi? On est des méchants. On n'y peut rien, nous. Ensuite, on applique le syndrome des Gardiens de la Galaxie, et on peut voir dès la deuxième bande-annonce que le ton devient plus léger et plus axé sur l'humour. Mais aussi que le scénario doit être à son tour plus léger, car elle ne nous apporte rien de nouveau sur l'intrigue et reprend même des passages de la première bande-annonce, comme pour décrédibiliser l'atmosphère installée plus tôt. The fire, bloke, hey? Well, looky here. Fire! I'm just a sucker for pain! I can't wait to show you my toys. We're going to the swirling ring of trash in the sky. They're a walk in the park. Easy peasy. Don't make me shoot you. Et finalement, avec la dernière bande-annonce, on a la totale. On reprend tout l'univers de la seconde pour garder ce côté un peu fou mais gentil puisqu'on fait de l'humour. Et en plus, on rajoute la BO sur la bande-annonce. À ce moment-là, si vous savez que la BO du film est dans la bande-annonce et que cette dernière n'apporte rien à ce qui a été fait précédemment, alors... Fuyez, pauvre fou! Nous sommes d'accord, malgré tout, je continue à défendre ce film et à penser que si les studios n'avaient pas imposé leurs règles et laissé plus de liberté aux réalisateurs, nous aurions pu avoir un film digne de ce nom. Si jamais vous voulez découvrir à quoi aurait dû ressembler la Suicide Squad, je vous conseille le très bon Assault on Arkham, qui je pense est la meilleure adaptation à ce jour. Les méchants sont réellement méchants, le film est très rythmé, les trahisons s'enchaînent et leur seul but est de survivre. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse le plaisir de le découvrir à votre guise. Attends un peu, c'est quoi cette transition que tu essayes de nous faire là? Ça ne sert à rien de continuer plus pour les films. Regarde ici, après c'était Justice League et avec tout le mal qu'il a eu pour pouvoir sortir, j'en ai presque de la peine d'en dire du mal gratuitement à mon tour. Puis, du côté de Marvel, il y a eu pas moins de 7 films qui sont sortis après Suicide Squad, et dont 3 que j'adore particulièrement et dont je ne serai absolument pas subjectif. Ce qui donne Marvel 1, DC 0. Wow, depuis quand tu notes? On est en train de décrire une guerre entre les deux clans. D'un côté, il y a un studio qui sort régulièrement de nouveaux films et qui sont souvent très bons. De l'autre côté, on a un studio qui est bloqué par les producteurs, ce qui empêche de rendre les histoires intéressantes car leur développement des super-héros sont mal amenés. C'est donc normal de pouvoir faire un petit listing. Ok, et c'est quoi la suite? Les films d'animation et les séries. Patron, on fait quoi maintenant? Ce petit a de la suite dans les idées. Voyons voir ce qu'il nous prépare pour la suite.